monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Ce sont les derniers livres que j'ai lus au mois de novembre, ce sera aussi le dernier point lecture de 2020 parce qu'après vous aurez les vlogmas et donc je vous parlerai de mes lectures au fur et à mesure et pas dans le format point lecture. J'ai 2 romans à vous présenter ainsi qu'un essai et un beau livre, donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord je vous donnerai mon avis sur My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Ensuite je vous dirai ce que j'ai pensé de La Curée de Zola. Puis je vous parlerai de l'essai Stephen King, le plus grand écrivain du monde de Gorian Delpatuр. Et je terminerai cette vidéo avec Mon automne cosy de Caroline Millet, alias Caro from Woodland. Je vais commencer avec My Absolute Darling de Gabrielle Talent qui m'avait été offert par Sabrina de la chaîne Call Me Sab et que j'ai lu en lecture commune avec Isabelle de la chaîne Isa Natural Tales. C'est un roman dont j'avais entendu parler depuis longtemps, depuis sa sortie en grand format. C'est un roman qui me faisait très envie, mais j'avoue que c'est un roman qui me faisait un petit peu peur aussi. Je pense qu'il était plus ou moins sorti en même temps que La vraie vie d'Adeline Dieudonné et que les deux avaient beaucoup fait parler d'eux parce qu'il y a des thèmes quand même assez similaires entre les deux. Avant de commencer à vous parler de ce livre, je veux quand même vous avertir, vous mettre en garde contre certaines choses parce que dans ce roman, on va retrouver des thématiques hyper difficiles. C'est un roman qui est très dur à lire et notamment on va parler de la thématique de l'inceste. Je préfère vous prévenir, je pense qu'il vaut mieux être averti avant parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de découvrir par surprise qu'il y a un thème pareil qui est traité dans le roman. Ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, sur Instagram, on m'avait demandé de vous prévenir qu'une telle thématique était dans le roman. Donc je le fais parce que je trouve ça naturel que vous soyez au courant qu'on découvre des choses pareilles dans le livre et que j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui vous heurte. De toute façon, de manière générale, c'est un roman qui n'est pas pour les personnes super sensibles parce qu'il est hyper difficile à lire, il y a des scènes que j'ai vraiment eu du mal à lire en entier, donc voilà, je préfère poser les bases et vous avertir avant de continuer à vous parler de ce livre. Ce livre, c'est l'histoire de Turtle, qui est une jeune adolescente de 14 ans qui vit seule avec son père, et ils ont une relation très particulière parce que d'un côté, on sent tout l'amour qu'il y a entre eux, on sent qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais d'un autre côté, c'est un amour qui est abusif, qui est basé sur la peur, qui n'est pas sain du tout. Ils vivent seuls dans une petite maison et ils restent complètement isolés du reste du monde. Il y a juste le grand-père qu'on voit de temps en temps, mais Turtle, oui, elle va à l'école, mais elle est amie avec personne, elle a une vie très solitaire et donc elle est tout le temps entre les griffes de ce père qui veut tout le temps contrôler tout ce que fait sa fille. Elle le vit pas spécialement mal, elle se sent juste différente des autres. Et un jour, les choses vont un peu se bousculer, mais j'ai pas envie de vous en dire plus sur le résumé de ce livre. Sachez que c'est un livre qui a eu l'effet d'un coup de poing sur moi. Je l'ai trouvé tellement puissant, tellement original. Une fois que j'ai été prise dans le début de l'histoire, je me suis dit ah oui, en fait c'est beaucoup plus addictif que ce que je pensais. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une lecture page turner et en fait c'est vraiment plutôt le cas. Je trouve que toutes les thématiques qui sont abordées le sont abordées avec pas mal de justesse. Il y a même un côté parfois assez poétique dans des scènes qui sont presque illisibles tant elles sont dures et je trouve que ça c'est le tour de force de Gabrielle Talent, c'est qu'il arrive malgré une histoire extrêmement dure à poser des mots qui sont presque beaux là-dessus. Bon, je l'ai lu en traduction mais je trouve en tout cas que la traduction est très bonne et qu'on a vraiment cet aspect poétique dans l'écriture qui fait mouche. Et ça m'a pas mal plu ça. Après je vous cache pas que parfois les descriptions étaient très longues, il y a beaucoup de descriptions de la nature que j'ai trouvé belle mais un peu longue et parfois j'avais du mal à visualiser certaines scènes, j'avais du mal à m'y retrouver. Donc ça pour moi c'est le point négatif du roman et c'est ce qui fait que c'est pas un coup de cœur parce qu'honnêtement tous les autres éléments auraient fait que ce livre aurait pu être un coup de cœur pour moi parce que j'ai adoré la complexité des personnages de Gabrielle Talent et ça je vous l'ai déjà dit. Les personnages c'est un élément tellement essentiel pour moi dans un roman. Si les personnages ne me plaisent pas, je veux pas dire qu'ils doivent être spécialement parfaits, là on est dans le contraire de ça, mais si les personnages ne provoquent rien en moi, il y a un problème. Et ici les personnages sont travaillés à la perfection, ils sont tellement complexes, ils sont tellement ambivalents, je pense que c'est des personnages dont je vais me rappeler pendant un très long moment. Donc les personnages ils peuvent faire des choses dégueulasses, atroces, et juste après faire quelque chose qui leur donne beaucoup d'humanité. Et j'ai trouvé que ça, c'était un tour de force de Gabrielle Talent et ça m'a beaucoup plu. Autre chose qui m'a plu, c'est toute la réflexion sur la société actuelle, sur le capitalisme,
toutes les réflexions écologiques et autres. Et puis cette écriture qui nous embarque et qui m'a beaucoup séduite. Mais donc comme je vous disais, roman à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est un roman super difficile. Et quand je le lisais, il y a vraiment des scènes où bon, je me forçais à lire parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait dans la scène, mais en même temps, j'avais hâte de passer à la suite. C'est un ovni littéraire, c'est un roman qui peut complètement déplaire. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est un roman qui suscite le débat, c'est un roman qui prête à la discussion. J'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient abandonné au bout de 30 pages, je comprends tout à fait. En tout cas, c'est un roman qui ne peut pas vous laisser indifférent. Je pense que vous ne pouvez pas tourner à la dernière page en vous disant « Oui, voilà, je l'ai fini, mais j'en pense rien de spécial ». C'est impossible. Ça va vous marquer au fer rouge. En tout cas, moi, je sais que c'est un roman qui va me marquer au fer rouge. C'est incontestablement un roman qui a marqué mon année 2020 au niveau de la lecture parce que je sais que je l'oublierai pas, mais je l'ai pas trouvé parfait à cause des petites longueurs et des choses comme ça, mais sans ça, je pense que ça aurait été un coup de cœur. Ensuite, je vous parle de La Curée de Zola. Donc j'ai tous les Rougon-Macquart dans cette belle édition. Je vais pas tenir ça pendant toute la vidéo parce qu'au final, il n'y a rien à vous montrer de spécial. Donc je vais vous mettre une illustration de la couverture juste ici. C'est le deuxième tome des Rougon-Macquart. Ici, on va suivre le personnage d'Aristide Saccard, qui est de la branche des Rougon, qui débarque à Paris avec sa femme et ses enfants, et il veut faire fortune à Paris. Il a un de ses frères qui a réussi dans la politique, il a une de ses sœurs qui s'en sort bien en faisant des petites magouilles, et lui aussi, il a envie de créer sa place à Paris et d'avoir de l'argent. Parce que c'est une personnalité extrêmement avide et qui rêve de faire fortune et qui ne s'en cache pas. Sa femme va tomber malade et elle va mourir. C'est pas du tout un spoil, hein, ça se passe tout au début de l'histoire. Dès le début de l'histoire, on sait qu'il a une nouvelle épouse qui s'appelle Renée. Renée, elle est jeune, elle est belle, elle est riche parce qu'elle vient d'une très bonne famille. Et donc me direz-vous, pourquoi est-ce qu'elle va se marier avec Aristide Saccard qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui n'a pas forcément une situation géniale vu qu'il est divorcé et qu'il n'est pas très riche et qu'il n'a pas une très bonne situation. Elle va se marier avec lui tout simplement parce qu'elle est enceinte, elle est tombée enceinte hors mariage. Pour éviter le scandale, ses parents essayent de la marier avec quelqu'un et ça tombe sur Aristide Saccard. Et Renée, petit à petit, va devenir très amie avec le fils d'Aristide qui s'appelle Maxime, qui est déjà grand et en fait ils ont presque le même âge et donc ils vont devenir assez vite amis. Je vous en dis pas plus pour l'histoire, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le début de l'histoire, je vous ai pas révélé le gros twist qui se passe et qui fait que beaucoup de choses vont changer. C'est un roman de Zola que j'ai plutôt bien aimé. J'ai de nouveau beaucoup aimé la plume de Zola qui dépeint avec beaucoup de justesse les différents personnages. Parfois, il y avait aussi des longueurs, c'est le même reproche que dans le premier roman en fait, beaucoup de longueurs, parce que l'histoire elle est un peu découpée entre les histoires de Renée et les histoires d'Aristide. Ils sont pas forcément très connectés les deux époux, et donc on va les suivre dans des moments assez différents. On va suivre Aristide dans toutes ses affaires et dans sa quête de la richesse, et on va suivre Renée dans toutes les festivités mondaines auxquelles elle assiste. J'ai adoré suivre Renée, j'ai moins aimé suivre Aristide parce que toutes les discussions plus politiques, il y a un moment où ça m'a un petit peu barbé, tandis que toute l'histoire de Renée, je l'ai trouvée passionnante, très intéressante. J'ai retrouvé des éléments que j'aime beaucoup chez Zola. Je peux pas exactement vous dire lesquels parce que ça vous spoilerait la grosse thématique du roman, mais encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était un bon Zola. C'est peut-être pas le premier à lire si vous n'avez jamais lu l'auteur, mais en tout cas, je l'ai trouvé plus percutant que le premier tome qui était La Fortune des Rougon, qui est tout de même intéressant parce que c'est l'origine de cette famille. Mais ce deuxième tome a ce petit truc en plus, pour moi, au niveau des personnages, surtout le personnage de Renée, que j'ai trouvé très intéressant et bien façonné et bien travaillé. On va passer au troisième livre. Ce troisième livre, c'est un essai très court qui fait une 30aine de pages. Il a été rédigé par Gorian Delpatuр, qui est un chroniqueur, un journaliste belge sur la RTBF et qui a notamment fait tous les podcasts Stephen King, le roi de l'horreur dont je vous ai parlé dans un de mes derniers bilans culturels. Et ici, il a rédigé un petit essai d'une 30aine de pages sur Stephen King qui s'intitule Stephen King, le plus grand écrivain du monde. S'il vous intéresse, je crois qu'au format papier, il coûte 5 €. Il est facilement trouvable en Belgique, en e-book il coûte que 2 €. Ok, je l'ai lu en une demi-heure, hein, quelque chose comme ça, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant et très chouette. Dans cet essai, Gorian Delpatuр va essayer de répondre à la question: est-ce que Stephen King est le plus grand écrivain du monde? Pour ça, il va revenir sur quelques éléments
plus biographique de l'auteur, et après il va essayer d'un peu décortiquer son œuvre. Ce qui est très bien, c'est que il sort de l'idée selon laquelle Stephen King est simplement un grand écrivain d'horreur. Non, il va montrer en quoi c'est un grand écrivain tout court, en quoi il est doué pour créer des personnages qui soient incroyables, des personnages avec beaucoup de relief. Aussi le fait qu'il soit déjà devenu culte de son vivant, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare. Les monstres de Stephen King sont déjà des figures et des icônes connues de tous, et souvent il va avoir tendance à être un peu décrié parce qu'il écrit des best-sellers, et donc on dit que la qualité littéraire n'est pas forcément au niveau. Et donc Gorian Delpatuр va un peu tordre le cou à tous ces clichés pour montrer que ce n'est pas vrai et que Stephen King est vraiment un écrivain de qualité. Enfin bref, je vais pas trop vous en dévoiler sur cet essai. En tout cas, je l'ai trouvé bien écrit, dynamique, super chouette. On apprend encore quelques petits éléments sur Stephen King. Après, j'avoue que je commence à me renseigner pas mal sur l'auteur, donc je commence à avoir pas mal d'informations sur sa vie et sur son œuvre, mais j'ai trouvé ce petit essai tout à fait pertinent et intéressant. Et si Stephen King vous intéresse, honnêtement, lancez-vous parce que pour 2 € le e-book, ça vaut plus que le coup. Et je termine cette vidéo avec Mon automne cosy de Caroline Millet, donc Caro from Woodland. Vous la connaissez sans doute via son profil Instagram ou bien sa chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos parce que j'adore sa chaîne YouTube. Je regarde ses vlogs avec un plaisir immense toutes les semaines, tous les samedis matins, je suis au rendez-vous pour ces vlogs que j'adore. Et donc elle a sorti un petit guide sur l'automne qui s'appelle Mon automne cosy. C'est un petit livre dans lequel elle va aborder plein de choses autour de l'automne qui est une de ses saisons préférées. Elle va notamment parler des fleurs, des plantes de l'automne. Elle va nous donner des petites recettes d'automne. Elle va nous parler de ses films et de ses séries préférées à regarder en automne. Et en fait, ce que j'adore dans ce bouquin, c'est qu'au-delà de ce petit guide pratique, c'est un bouquin absolument magnifique. Ce bouquin est splendide au niveau visuel. Chaque page est illustrée. C'est vrai que le coût est peut-être un peu élevé, mais je trouve ça totalement justifié vu la qualité de l'œuvre. Chaque page est illustrée et toutes les illustrations sont sublimes. Honnêtement, en le lisant, je prenais un plaisir immense à tourner chacune des pages. Je trouve que c'est juste super beau. Et elle a prévu de faire la même chose l'année prochaine pour l'hiver. Donc je pense que ça va être chouette parce que elle est assez fan de Noël aussi, donc à mon avis elle peut nous présenter des petites pépites. La seule chose que je reproche, mais ça a été corrigé actuellement, c'est qu'il y avait quelques petites fautes d'orthographe qui m'avaient un peu sauté aux yeux. Voilà, ça c'est ma déformation de prof de français. J'avais trouvé ça un peu dommage, mais comme c'est un ouvrage auto-édité, c'est vrai qu'elle a dû tout faire par elle-même. Elle s'est fait lire par quelques personnes, mais on n'a pas le même contrôle que si c'est édité, mais ça a été rectifié, ça lui a été notifié par certaines personnes, et donc dans les éditions actuelles, dans les réimpressions, c'est une petite erreur qui a été modifiée. Moi qui ne suis pas la plus grande fan de l'automne, eh ben j'ai adoré découvrir cet ouvrage que je trouve vraiment magnifique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pensais qu'elle serait très courte, mais en fait, je crois que j'ai pas mal papoté aujourd'hui. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!